Dimanche, Erdogan va faire son premier second tour des élections présidentielles de son histoire, parce qu'il a toujours été élu au premier tour jusqu'à maintenant. Et donc à cette occasion, on revient sur les 5 faits les plus marquants de sa carrière politique. Erdogan va vraiment se faire un nom dans le paysage politique turc en 1994, quand il va être élu maire de la plus grande ville de Turquie, Istanbul. Il faut dire que ça a été un assez bon maire quand même d'Istanbul. Il a développé pas mal de choses, le métro, le réseau de l'eau courante, il a développé le réseau électrique et d'après le site officiel de la biographie d'Erdogan, il a même remboursé une grande partie de la dette de la ville, qui était environ 2 milliards d'euros. En gros, il a modernisé Istanbul, mais il y a aussi tous les cercles très laïques de la Turquie qui craignaient en fait qu'il veuille apporter plus de religion dans la ville. En fait, la Turquie, c'est un pays à écrasante majorité musulmane, mais c'est aussi un pays très très laïque. Et la religion, elle est complètement séparée de l'État et même de la vie publique en général. C'est une des grandes particularités de la Turquie parce que c'est un des seuls pays musulmans à fonctionner comme ça. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'en décembre 1997, Erdogan a récité un poème qui disait, je cite, « Les mosquées sont nos casernes, les minarets sont nos baïonnettes, les dômes nos casques et les croyants sont nos soldats. » Et en fait, la justice turque a considéré que c'était très dangereux pour la laïcité qu'un maire d'Istanbul récite ça en déclaration publique. Et donc, elle a condamné Erdogan à faire quelques mois de prison. Et du coup, il a perdu sa fonction de maire à ce moment-là, en 97. Mais il y a aussi pas mal de monde qui considère que la condamnation d'Erdogan à ce moment-là, en fait, c'est un traitement très injuste de la part de l'élite laïque turque. Avant de passer à la partie 2, je me présente très vite. Je m'appelle Louis Carole et je suis à Sciences Po Lille. Et donc avec mon ami Mathieu Maillard, qui est aussi à Sciences Po Lille, on a créé ce média en juillet dernier, Le Vieux Continent. On est présent sur YouTube, TikTok et Instagram. Et on parle de l'actualité et de l'histoire européenne. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller voir notre compte sur les autres réseaux sociaux. Ça pourrait vous plaire. En 2001, après sa peine de prison, Erdogan fonde un parti politique, le Parti de la Justice et du Développement, aussi appelé l'AKP. C'est un parti qui se voulait libéral et modernisateur économiquement, conservateur au niveau des valeurs et laïque. Mais en fait, on verra après, ils ont une vision de la laïcité qui était assez différente de la laïcité qu'on avait l'habitude d'appeler la laïcité turque à ce moment-là. Et du coup, en 2002, son parti a remporté les élections législatives et Erdogan est devenu Premier ministre. En fait, d'ailleurs, ça fait 21 ans exactement que son parti n'a pas perdu une élection législative, municipale, présidentielle. Ils ont été premiers dans toutes les élections auxquelles ils ont participé depuis la création du parti. Pendant les 10 années qui ont suivi son arrivée en tant que Premier ministre, donc de 2003 à 2013, Erdogan va beaucoup moderniser la Turquie. Et pour ne vous donner qu'un chiffre, depuis 2003, le PIB par habitant en Turquie a triplé. Et là où aujourd'hui Erdogan il a une assez mauvaise image en Occident, pendant ses premières années à la tête de la Turquie, en fait il est bien aimé des Occidentaux, Erdogan. Et pour preuve, en 2005, Erdogan il lance les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Alors mais revenons quelques secondes sur ce que je vous disais sur la vision de la laïcité du parti d'Erdogan. En fait, eux ils pensent que la religion devrait avoir une place plus importante en Turquie de manière générale. Ils sont pour plus de liberté religieuse et ils pensent que la laïcité en Turquie, elle bride trop les religions. Et donc une de leurs politiques majeures, ça a été de construire plus de mosquées et d'autoriser plus de monde à porter des vêtements religieux par exemple. En 2010, du coup, son parti a levé l'interdiction dans les universités de porter le voile, alors que c'était interdit jusqu'à présent. Et en 2013, les signes religieux ont aussi été autorisés dans la fonction publique, donc les fonctionnaires, tous les organes qui relèvent de l'État, notamment l'Assemblée. Et du coup, maintenant, il y a des députés en Turquie qui ont le droit de porter le voile dans la Grande Assemblée turque, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Cependant, certains critiquent cela en disant que ça conduit à une islamisation de la société turque qui se veut à la base laïque. Alors, je vous ai dit qu'au début, Erdogan, il était bien apprécié des Occidentaux, mais à partir de 2013, son exercice du pouvoir et donc son image va pas mal changer. Bon, et si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'actualité internationale vous plaît beaucoup, donc on vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Confluence Internationale qui fait des analyses très intéressantes sur la géopolitique du monde et son actualité. Et on vous conseille notamment cette vidéo qu'on vous met en petit lien en haut à droite. En fait, il va se passer 2 trucs en 2013 qui vont changer l'approche d'Erdogan avec le pouvoir. Le premier, c'est d'importantes manifestations pour la démission d'Erdogan qui vont réunir des millions de personnes à travers le pays et qui avait eu pour point de départ en fait des manifestations à Istanbul. Et en fait, à partir de ces manifestations locales, il y a tout un mouvement contre Erdogan qui va se développer en Turquie pendant 3 semaines et qui va être durement réprimé par le régime. Et donc, comme je vous le disais, en 2013, il y a eu 2 événements qui ont changé l'exercice du pouvoir d'Erdogan. Donc, le premier, c'était la répression de ces manifestations. Le deuxième, c'était un scandale financier qui a éclaté en décembre 2013 contre plusieurs membres du gouvernement et leurs proches pour des délits comme des fraudes ou des blanchiments d'argent. Et donc c'est un peu un comble en fait pour le parti de la justice et du développement, le parti d'Erdogan, qui s'était montré un peu comme le parti anti-corruption. Et donc à nouveau, il va y avoir des manifestations pour la démission de Erdogan. C'est simple, en 10 ans, ce scandale, c'est la plus grave crise qui ait touché le régime d'Erdogan. Et donc face à ça, le gouvernement, il va réagir de 4 manières. Premièrement, ça va être des sanctions dans la police
Ils vont renvoyer plus de 70 hauts gradés de la police pour ne pas les avoir prévenus de l'enquête sur ce scandale financier et donc un peu pour servir d'exemple. Ensuite, ils vont mettre plus de contrôle sur la police. Donc le gouvernement, en fait, ils vont obliger les officiers de police à prévenir leurs supérieurs avant de faire des perquisitions ou des arrestations demandées par la justice. Donc en gros, ça permet que même s'il y a des enquêtes indépendantes faites par la justice, que le gouvernement, au final, soit quand même au courant un peu avant de ce qui se trame. Ensuite, il va y avoir un remaniement ministériel. Donc Erdogan, qui était à l'époque Premier ministre, ne va pas démissionner, mais par contre, il va changer 10 membres de son gouvernement. Et enfin, ils vont beaucoup appuyer la thèse du complot pour déstabiliser le gouvernement, parce que 3 mois après, il y avait les élections municipales qui étaient clés pour Erdogan, parce qu'ensuite, il y avait l'élection présidentielle, et donc les municipales devaient servir de tremplin pour les futures présidentielles. Et donc à partir de ce moment-là, Erdogan il va avoir un exercice du pouvoir qui sera plus autoritaire, parce qu'en fait avec ces 2 événements, il y a l'idée qui s'est créée, qui n'existait pas jusque-là, que peut-être qu'un jour en fait il pourrait perdre le pouvoir. Et ça, il n'y pensait pas avant. Donc l'événement qu'il faut mentionner ensuite, c'est en 2016, après un coup d'état militaire qui a échoué, contre le pouvoir d'Erdogan. Et donc Erdogan il va faire ce qu'on appelle la purge de 2016 et qui est le fait en gros qu'il va suspendre de leurs fonctions, renvoyer ou faire arrêter des dizaines, même des centaines de milliers de fonctionnaires. Et ça en gros ça va être critiqué par plusieurs observateurs comme un moyen pour Erdogan de profiter de la tentative de coup d'état pour faire un peu du ménage dans les institutions et ne garder que les gens qui sont d'accord avec ses politiques. Quatrième fait marquant de la carrière d'Erdogan, c'est qu'il a modifié la constitution turque. En effet, en 2017, il fait voter une modification de la constitution turque. Donc en gros, la constitution, c'est la loi fondamentale qui définit un peu comment fonctionnent les institutions d'un pays. Donc c'est elle qui définit un peu les pouvoirs de l'Assemblée, du gouvernement, du président, etc. En fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Et ensuite, je vais vous dire ce qui a changé la modification de la constitution par Erdogan. Donc, en gros, avant, le président, il avait un rôle assez symbolique en Turquie. Il n'avait pas énormément de pouvoir. Et à côté, il y avait le Premier ministre qui dirigeait le gouvernement et qui concentrait un peu l'ensemble des pouvoirs politiques à l'intérieur du pays. C'était un peu comme en Italie, si vous voulez. En Italie, Giorgia Meloni, elle n'est pas présidente, elle est première ministre. Pourtant, c'est elle qui guide un peu la politique. Et à côté, il y a un président, je sais même pas si vous le connaissez, il s'appelle Sergio Mattarella. Et lui, il n'a pas vraiment de pouvoir. En fait, il a surtout un rôle symbolique pour représenter l'Italie. Et donc, ce que Erdogan a changé, c'est qu'en fait, le Premier ministre et le président, désormais, c'est une seule même personne, le président. Il n'y a plus de Premier ministre, en fait. Et donc, les pouvoirs du Premier ministre qui étaient de diriger le gouvernement, etc., ils ont été transférés au président. Et en plus, ces pouvoirs du Premier ministre qui ont été transférés au président, ils ont également été augmentés. Parce qu'en fait, la réforme, elle enlève quelques pouvoirs à l'Assemblée au profit, du coup, du nouveau rôle de président qui concentre tous les pouvoirs. Et en gros, il y a 2 points de vue sur cette réforme. Il y a ceux du côté d'Erdogan qui pensent que c'est un moyen de stabiliser les institutions et de donner plus d'efficacité au régime. Et puis il y a ceux qui pensent qu'en fait c'est juste un moyen de concentrer tous les pouvoirs dans ses mains à lui et d'avoir un exercice du pouvoir encore toujours plus autoritaire. Alors déjà en 2018, les tensions entre Emmanuel Macron et Erdogan ont commencé parce que quelques mois après son élection, Macron il va critiquer la purge que Erdogan avait faite en 2016, vous savez, après la tentative de coup d'État, où il avait viré ou arrêté plein de fonctionnaires. Et donc Erdogan il n'a pas du tout apprécié, il a dit que c'était irresponsable et que c'était une ingérence de la part de Macron dans les affaires intérieures de la Turquie. Donc ça c'était en 2018. Ensuite en 2020, il y a eu ce qu'on appelle le boycott des produits français, vous vous en rappelez peut-être. Après l'assassinat de Samuel Paty, il y avait eu un mouvement un peu en France, surtout avec des déclarations de Macron, mais de l'ensemble de la classe politique française, qui était pour soutenir le fait qu'on a le droit de caricaturer le prophète. Et en parallèle, Macron il avait eu des déclarations sur le fait qu'il fallait lutter contre le séparatisme islamiste. Et donc Erdogan il a réagi en disant que Macron il avait une attitude hostile envers l'islam, et il a même dit que c'était un dirigeant en état de délabrement. Et ensuite, on peut parler du fait qu'en 2021, le gouvernement de la majorité avait décidé d'interdire une organisation turque violente qui s'appelle les Loups Gris. Et Erdogan, il avait en retour demandé aux Français de se débarrasser d'Emmanuel Macron. Bon, et 6e fait marquant bonus très rapidement. En fait, là, on est en pleine période d'élection en Turquie. On est entre les 2 tours de l'élection présidentielle, si vous n'étiez pas au courant, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Donc, dimanche 14 mai, il y a environ une semaine, il y a eu le premier tour. Et donc, Erdogan, il est arrivé premier, mais il n'a pas dépassé les 50%, il y était presque. Mais donc, il y aura un deuxième tour entre Erdogan et la personne qui était juste derrière lui, qui s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu, et qui est le candidat qui réunit un peu toutes les oppositions à Erdogan. Et si vous cherchez une vidéo complète qui vous explique un peu tous les enjeux des élections turques et avoir une idée de ce qui peut se passer, on vous renvoie vers notre vidéo qu'on a faite il y a une semaine au moment du premier tour. Donc, cliquez pour aller voir cette vidéo et on vous dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.